Vous Bonjour. êtes bénévole pour l'association Fibromyalgie SOS et vous êtes représentant des usagers dans plusieurs établissements, à la fois en commission des usagers, en commission de conciliation et d'indemnisation et en comité de protection des personnes dans les Deux-Sèvres. Est-ce que déjà vous pouvez un peu nous présenter l'association dont vous êtes issu, Fibromyalgie SOS? Je fais partie de Fibromyalgie SOS pour une raison, c'est que je souffre moi-même de la fibromyalgie. La fibromyalgie, c'est 3 à 5% de la population qui en souffre, et c'est 80% des femmes. Donc moi, je fais partie des 20% d'hommes qui en souffrent. Fibromyalgie SOS fait aussi pas mal de conférences sur Internet, et c'est pour ça il y a beaucoup de visibilité. Et alors, du coup, c'est un peu à la suite de cet événement, on va dire, de cette difficulté, avoir des professionnels qui connaissaient la maladie, une méconnaissance de la maladie qui vous a donné envie de vous engager dans la représentation des usagers et la défense des droits des patients? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Je faisais partie d'une fédération quand je suis revenu dans le diocèse il y a 2 ans et demi. Je me suis engagé dans une fédération départementale qui est reconnue par le ministère de la Santé. Et au cours d'un conseil d'administration, il était question des RU, et où la fédération départementale et ces associations n'avaient que 2 représentants des usagers dans le département. Donc, c'était pas assez. Bon, je lui ai dit, je vais y aller. Donc, j'y suis allé, j'ai eu une nomination. Et puis après, j'en ai pris une deuxième. Puis Oui, vous après, y êtes allé un peu à l'aveugle au début, en fait, ah oui, sans connaître. au début, j'y suis allé à l'aveugle. Euh, j'ai passé un certain temps à écouter. Hein, j'ai passé bien 6 mois à participer aux réunions, à écouter. Je me suis formé. Hein, donc, et je continue à me former. Je vais bientôt arrêter parce que j'ai fait un nombre. Assez conséquent de formation. Je suis à 30 formations sur 18 mois. Voilà. Donc, Parce qu'aujourd'hui, Philippe, du coup, vous êtes représentant des usagers donc, à la clinique Mélioris, c'est ça? c'est Dans deux un, établissements. c'est un SMR, Mélioris, le Grand Feu à Niort, et je suis dans un autre SMR Mélioris qui est le JB Franc, donc qui est à Chéreux également. Et le premier, c'était donc le Grand Feu à Niort. Et quand je suis arrivé, bon, j'étais bien accueilli, on m'a fait visiter. Bon. La chance que j'ai, c'est que c'est un établissement d'excellence. Donc ça facilite bien les choses. Et où la démocratie de santé, elle est réelle et elle est efficace. Donc c'est là où j'ai beaucoup appris parce que on était écouté, on était interrogé, on nous demandait de participer. Donc ça vous forme vraiment parce que c'est une aide qui. J'étais l'apprenti. Oui. Et petit à petit, j'ai grandi un petit peu avec eux. Et puis un jour, donc, il était question de l'autre établissement. Euh, et je suis devenu RU également dans le deuxième établissement, en sachant qu'il y a un projet éventuel de, de regroupement d'établissements dans les années à venir. D'accord. Ça Et facilite les choses. vous dites que vous avez été écouté en tant que représentant des usagers et sur quelle thématique justement vous travaillez avec les autres représentants des usagers et avec la direction d'établissement pour améliorer la prise en charge des patients et l'accueil Donc, des familles? donc alors, euh, il y a des établissements qui font peu de réunions de CDU, normalement il y en a 4. J'ai connu un établissement où il y en a 2. Et là, cette année, pour 2025, on a fixé 6 dates. Mm. On a fixé 6 dates en 2025, 6 CDU en 2025 pour travailler. Donc, on a le CLUD pour la douleur, on a le plan pour l'alimentation et la nutrition,
et on a le CLIN pour les infections nosocomiales. Bon, pour ma part, je suis au CLUD et mes collègues se sont partagés les autres. Donc, ce sont des groupes de travail, c'est ça, dans Oui. lesquels vous réfléchissez avec les professionnels, les cadres de santé, aux mesures qui permettraient de mieux prendre en charge la douleur dans l'établissement des patients. Voilà. Donc et là c'est le CLUD, c'est une chose importante dans un établissement comme celui-ci qui reçoit des patients qui sortent d'une opération ou d'un accident important, etc. La douleur est à prendre. C'est une des priorités au départ. Je pense que oui, parce que vous disiez c'est un SMR, donc SSR, SMR, on change tout le temps les appellations, c'est-à-dire un centre de réadaptation et de réhabilitation pour… Voilà, c'est ça. Bon, maintenant, les SSR n'existent plus. Ils sont tous passés SMR. C'est pour ça que je dis, pour moi, le Grand Feu était un SSR et le Logis des Francs était plus SMR. Voilà. Donc voilà. Maintenant, c'est tous les deux la même dénomination. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus sur la rééducation. Moi, j'ai eu un exemple d'efficacité. C'est que j'ai eu un accident. Je suis tombé du toit de ma maison. Je me suis raccroché par la gouttière. J'ai eu luxation, fracture. Et à l'époque, j'habitais dans Loire-Atlantique. Mon bras ne fonctionnait plus correctement. J'avais mal en permanence. Ça a duré 3 ans. J'ai déménagé en Charente. Pendant 3 ans, j'ai vu de nouveaux pas chiropracteurs, de nouveaux Kiné, de nouveaux kinés, et ça s'est pas amélioré. Et quand je suis revenu dans les Deux-Sèvres il y a 2 ans et demi, je suis allé au Grand Feu, et la kiné a passé 3/4 d'heure. Elle avait tous mes examens, elle a passé 3/4 d'heure à chercher sur mon épaule, etc. Et 8 jours après, j'avais plus mal à l'épaule. ah oui, impressionnant alors. Je l'appelle Madame Miracle. Voilà. Et ça, c'est l'exemple de cet établissement. Donc, où ils sont prêts à passer beaucoup de temps et beaucoup d'attention. Donc, au départ, sur les motivations des douleurs, chercher la cause avant de la soigner. Parce que bien souvent, quand on va chez un kiné, il a une ordonnance d'un médecin et il fait ce que le médecin a dit. Parce que là, ils cherchent la cause et une fois qu'ils ont trouvé la cause, Il traite le symptôme. c'est très, très significatif. Voilà. Alors, du coup, en plus donc, de ces mandats dans les commissions des usagers, donc dans ces 2 établissements, vous êtes également engagé dans 2 autres instances qui sont peut-être un peu moins connues, on va dire, lorsqu'on parle de représentation des usagers, que sont donc la commission de conciliation et d'indemnisation. Je vais vous laisser expliquer un peu ce dont il s'agit, mais qui a pour but d'indemniser notamment les victimes d'accidents graves, d'accidents médicaux graves. Les accidents médicaux, même ceux qui sont moins graves, et bon, aussi les infections nosocomiales, donc, et puis les infections iatrogènes, donc on ne connaît pas trop, qui sont en fin de compte des réactions négatives sur aux médicaments, traitements certains médicamenteux. médicaments. Voilà. Donc, et là, la première fois, donc, lorsque j'ai eu la première convocation, j'ai imprimé, et quand les pages sortaient de mon imprimante, je lisais en travers, et j'ai eu des larmes. Mmh. Parce qu'il y a des dossiers qui sont simples, qui sont pas très graves, mais il y a des dossiers très très graves qui peuvent arriver. Il y a des décès aussi également. C'est pas nombreux par rapport au nombre d'actes médicaux qui peuvent se produire dans les établissements de santé. Il y en a très peu, mais ça existe. Donc, donc
l'État a prévu donc ces commissions. Les gens qui viennent à la CCI pour essayer de résoudre leurs problèmes d'indemnisation, c'est une procédure gratuite. Il y a un expert qui est nommé par la commission en fonction de l'État et de la cause. Donc, ce n'est pas toujours le même expert, il y a différents experts. Il y a des experts de Marseille, de Strasbourg, de Lyon qui viennent pour cela. Donc, ils nous font un rapport et ensuite, le patient est entendu avec son avocat, s'il le faut. L'établissement de santé, le responsable de l'établissement de santé est là avec son avocat, s'il le souhaite, avec son assureur, dans tous les cas. Et on commence par dialoguer et lire le rapport de l'expert. Et après, une discussion s'engage avec les uns, avec les autres. Chacun a la parole. Ça commence par le patient, ensuite l'établissement. Et puis, ça dure 20 minutes, une demi-heure au total, puisque le rapport existe au départ. Donc, nous, déjà membres, on a eu les rapports bien avant pour pouvoir les étudier. Et puis, donc, on a des compléments d'information par le dialogue qui a pu s'engager entre le patient et l'établissement. Et puis, après, donc, les personnes se retirent et la commission évoque le dossier, prend une décision. Et la décision est communiquée par écrit quelques temps plus tard, en sachant que ce n'est pas une décision judiciaire, c'est-à-dire que c'est une proposition de conciliation. À l'amiable, on est toujours dans l'amiable avant éventuellement d'entériner une procédure judiciaire. Voilà, c'est ça. Donc, on propose soit pas de responsabilité, soit une responsabilité totale, soit 5% de responsabilité, 10%, voilà, on propose des pourcentages. Et si le patient est d'accord et si l'établissement est d'accord sur ce rapport, à ce moment-là, les assurances interviennent et à ce moment-là, ça se règle. Si l'un n'est pas d'accord, à ce moment-là, il y a une saisie du tribunal. Voilà. Donc, mais il faut peut-être juste préciser que en fait, c'est un magistrat qui préside la commission de conciliation et d'indemnisation. Oui, et je dois dire que, par exemple, l'expertise qui est faite, donc par un expert qui vient de n'importe quel endroit de France, en fonction de sa spécialité, ce sont des experts auprès des cours d'appel. D'accord. Sont pris en charge par l'État. Donc, l'expertise est gratuite pour le demandeur, ce qui est important parce que ça peut être vite onéreux. Oui, ça peut être onéreux, ça peut être très vite onéreux. Donc, après, ce qui vous intéresse peut-être, c'est de savoir comment est composée la... Exactement, c'était la question que j'allais vous poser. Poser la commission de conciliation. La commission de conciliation est composée de professionnels de santé. Donc, il y a 2 professionnels de santé à titre libéral, professionnels de santé praticiens hospitaliers. Il y a 3 responsables d'institutions et d'établissements publics, donc hôpitaux, etc. Il y a 6 responsables d'établissements privés. Il y a 3 participants qui sont des assureurs qui pratiquent la responsabilité civile médicale et une personne qualifiée dans le domaine de la répartition des préjudices corporels. Et il y a 8 représentants des usagers. Donc, dans les 8 c'est quand même assez conséquent. Il y a 4 titulaires et 4 suppléants. Je fais partie des suppléants, mais j'assiste à toutes les réunions. Voilà.
Et donc, et ces réunions, on a 6 réunions par an. Et la durée de la réunion, c'est en fonction du nombre de dossiers à évaluer et de la complexité, ça dure entre 3 et 7 heures à peu près. Donc, ça nous fait une journée, bien remplie à chaque fois, de toute façon. Donc, bon, en plus, avec les trajets, ça facilite pas toujours les choses. Donc, moi, j'ai 70 km avec une route qui est pas, je mets 1h15 pour aller à l'hôpital de Poitiers où on se. Non, la CCI, c'est dans les bureaux de l'ARS de Poitiers. Voilà. L'ARS, ouais. Ah, c'est dans les bureaux de l'ARS, hein. D'accord. Oui, oui. La CPP dont on parlera tout à l'heure, ça se passe au CHU de Oui, bah, on peut parler du comité, pas de la commission, cette fois, du comité de protection des personnes, donc qui est une autre instance qui a notamment pour mission de délivrer un avis sur les projets de recherche clinique qui impliquent l'être humain. Oui, Voilà. donc. Est-ce que vous pouvez nous dire plus sur cette instance qui est rattachée donc, au CHU, donc, Oui. en l'occurrence là au CHU de Poitiers? Oui, on n'est pas rattachés, donc nous sommes hébergés, nous sommes indépendants. Hein, parce que il y a des recherches qui peuvent être pratiquées sur l'hôpital, sur le centre hospitalier de Poitiers. Et à ce moment-là, c'est comme dans la CCI, si un des membres est impliqué dans la recherche, il se retire de la commission à ce moment-là, tout comme à la CCI, si un des membres professionnel est impliqué dans l'accident médical, il se retire de la commission pour examiner les dossiers. C'est très rigoureux dans la démarche. Alors, quels sont les critères, on va dire, qu'examinent les membres du comité de protection des personnes? Alors, moi, j'ai lu, vous allez me dire peut-être plus précisément en quoi ça consiste. Ils examinent à la fois tout ce qui est la méthodologie, donc là plutôt scientifique du projet de recherche, également le rapport bénéfice-risque. Et là, finalement, c'est peut-être davantage sur l'aspect représentant des usagers et juridique, volet juridique, droit en santé, sur justement le respect des droits des patients en termes d'essais cliniques. On peut penser tout d'abord, par exemple, au recueil du consentement du patient, à sa bonne information. Donc voilà, comment en fait ça se passe et vous, en tant que représentant des usagers, quelle est la plus-value, on va dire, du regard du représentant des usagers par rapport à d'autres experts, peut-être qui relèvent plus du champ de la science, de la recherche clinique? Donc moi, je suis totalement étranger à la santé. Je ne connais rien à la santé, mais la CCP se réunit toutes les 2 semaines, 2 fois par mois. 2 fois par mois. Et la semaine où les dossiers arrivent, personnellement, j'y passe une vingtaine d'heures pour examiner les dossiers. Et c'est pas sur les problèmes de santé que je regarde le plus, parce que c'est pas mon domaine. C'est plus sur la protection des personnes qui vont y participer, sur le recueil de leur consentement, puisque c'est une proposition qui leur est faite. Donc, c'est la qualité de l'information qui leur est donnée sur la recherche, sur les précautions qui sont prises, sur les assurances, également sur l'indemnisation, parce que bien souvent, ça leur fait des kilomètres à faire, ça leur fait des journées à passer. Et on essaie de mesurer le positif et le négatif de chaque et de trouver l'équilibre. Hein, donc déjà de la recherche, c'est le but de la CPP, et ça engendre toujours des discussions et des modifications. On a très souvent des modifications, notamment sur les indemnisations des participants. On a beaucoup d'interventions
sur la définition, sur l'écriture de la définition de la recherche, ou sur la nature de la recherche, sur le fait que ce soit une recherche médicale ou pas, hein, ou qu'elle applique ou pas un homme. Bon, donc c'est très, très, très pointilleux. Et à chaque fois, on a un rapporteur. Il y a un des membres qui est rapporteur du dossier. Il y a un rapporteur sur le point de vue médical, purement médical de la recherche. Il y a un autre sur l'organisation de cette recherche, la façon dont la recherche va s'exercer, et bien souvent également un complément de rapport sur la rédaction de la convention avec le patient, et de la convention également de recherche qui va être approuvée. Concrètement, comment ça se passe? Par exemple, si le comité de protection des personnes donne un avis défavorable, quelles sont les conséquences de ce refus? Alors, si c'est arrivé la semaine dernière, on a donné un avis défavorable. Le demandeur, du moins le chercheur ou le groupe de chercheurs peuvent demander un deuxième examen du dossier. Et les dossiers proviennent d'établissements français, d'établissements étrangers. Il nous est fourni un logiciel de traduction parce que on ne parle pas toutes les langues. Hein, donc, et on a des projets qui viennent un petit peu de partout. Et les dossiers sont attribués localement par tirage au sort, c'est-à-dire de façon à éviter qu'un chercheur de Poitiers n'ait pas son projet étudié par Poitiers. Oui, pour garantir une certaine neutralité, impartialité. Voilà, donc c'est un tirage au sort qui se fait au niveau de la France. Et les dossiers nous arrivent comme ça. Donc on a des dossiers vraiment de toutes sortes. Et le traducteur que l'on a, le logiciel de traduction, est hyper efficace puisqu'il nous reproduit même les documents dans la même forme, la même présentation, et est très fiable. C'est le traducteur le plus fiable que j'ai vu jusqu'à présent. À recommander alors. Oui, à recommander. Bon, je peux pas vous dire le nom. Ça doit rester, ça doit rester confidentiel, mais c'est quelque chose qui est hyper utile. Sinon, on pourrait pas travailler sur des projets extérieurs. Et les produits ou les méthodes qui sont proposées sont examinés pour la France. C'est ça, au regard du droit français, des exigences de bioéthique française. Voilà. Et si le fabricant, l'industriel ou le fabricant veut commercialiser son produit en Allemagne ou en Italie, etc., il doit y avoir la même procédure dans chaque pays. Et les décisions peuvent être différentes en fonction du pays. Parce que du droit. Le droit n'est pas toujours le même. Voilà. Merci en tout cas ça nous permet de mieux comprendre comment fonctionnent ces instances et quels sont leurs rôles. Je vais peut-être vous poser une dernière question parce que je vois que le temps passe. Alors vous du coup, c'est vrai que comme vous avez pu le décrire, vous êtes très engagé dans cette représentation des usagers au travers de différents mandats. Qu'est-ce que ça vous apporte, cet engagement pour défendre les droits des personnes malades et de leurs proches? Et que diriez-vous, par exemple, pour peut-être donner envie à d'autres personnes qui se questionnent sur un engagement qu'ils aimeraient embrasser? Enfin, voilà. Qu'est-ce que vous leur diriez, vous? Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que vous en retirez personnellement? Bon, déjà, personnellement, j'avais une vie professionnelle qui était pleine,
qui était pleine, je parle d'horaire et d'implication et de déplacement. Donc, 30 heures, 35 heures, 40 heures, 45 heures, je ne connaissais pas ça. Hein, j'étais plutôt sur 50, 60, voilà. Donc, j'ai une habitude depuis mes débuts de fonction d'avoir un temps de travail important. Se retrouver à la retraite, c'est difficile quand ça n'a pas été prévu. Hein, j'avais prévu, moi, de prendre ma retraite plus tard que la législation, mais l'accident que j'ai eu à l'épaule, euh, une instance de santé m'a obligé de reprendre le travail un mois plus tôt, sinon je prenais ma retraite. Donc ils m'ont obligé à prendre ma retraite parce qu'un mois plus tôt, je ne pouvais pas. Donc je n'étais pas capable. Donc j'ai pris ma retraite et ma retraite, je n'ai pas pu la préparer parce que moi j'avais prévu de la reprendre 5 ans plus tard. Voilà. Donc c'est important de continuer à avoir une activité. Cette activité, moi, elle m'apporte le plaisir de rencontrer d'autres personnes, d'avoir d'autres fonctions, de voir plein de choses différentes et qui jusqu'à présent m'étaient inconnues. C'est la découverte. Et puis, je pense que c'est très positif pour chacun, quoi. Donc, moi, je ne peux qu'inciter les autres à s'engager dans une action qui est du bien pour tout le monde, quoi, parce que c'est les méthodes médicales ou les nouveaux médicaments, c'est ce qui garantit notre santé présente, mais aussi notre santé future. Et je crois qu'il faut préserver tout ça, il faut vraiment l'assurer. Donc, À condition qu'il y ait des garde-fous et des garde-fous pour en garantir la qualité, qui sont justement les institutions dans lesquelles vous siégez. voilà, oui, ce sont vraiment des garde-fous parce qu'il y a des dossiers que l'on accepte, il y a des dossiers où on demande très souvent des modifications, et il y a quelques dossiers que l'on refuse parce que ça ne convient pas à notre pays ou à notre culture, ou voilà. Donc, je crois on a besoin de ces garde-fous, et c'est un garde-fou que je connaissais pas du tout, moi, il y a un peu plus d'1 an, quoi. Donc, mais pour moi, que ce soit RU, CCI ou CPP, pour moi, c'est devenu une passion.